Nouveau rendez-vous du décryptage de l'actualité sociopolitique sur Iroko Media TV. Fidèles amis internautes du Point 7, bonjour et merci de prendre le rendez-vous média de cette fréquence-ci, ou plutôt de cette chaîne. Alors, pour commencer, pour le compte de ce jour, nous recevons un confrère, un doyen dans la profession pour passer en revue quelques sujets brûlants de l'actualité, notamment avec vendredi dernier ce discours du chef de l'État, Patrice Talon, sur l'état de la nation. Tenez, le chef de l'État était face aux honorables députés conformément à la Constitution où il est allé prononcer son discours sur ce qu'il a pu faire en 8 ans d'exercice du pouvoir. On en parle dans quelques instants avec notre invité. Il faut parler également de la BAD qui approuve un financement de 118 63 000 euros. J'y arrive en fait. Qui donne donc accès à l'eau potable, mesdames et messieurs. Ce financement, donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quels sont les acquis ou qu'est-ce que le Bénin gagne de ce financement? Accès à l'eau potable quand on sait que le gouvernement en fait son cheval de bataille, un financement qui, nous le souhaitons, va impacter le quotidien des populations. Et puis, on reviendra également sur cette distinction de Romiat Ouaddaïni, ministre justement des Finances, l'argentier national qui a connu ce sacre. Est-ce que là, ce n'est pas la prime, en tout cas, à l'effort? Nous en discuterons également avec notre invité du jour. Et puis, on va finir avec ce cadre de concertation de l'opposition qui multiplie ses consultations, qui a d'ailleurs tenu la semaine écoulée, cette séance-là, une assemblée générale pour lancer les différents points sur lesquels ils devront faire bloc face à la mouvance présidentielle. Mesdames, Messieurs, ainsi se dresse en tout cas le menu de votre émission. Et comme je l'annonçais, j'ai en studio Monsieur Modeste Aniwanou, qui n'est plus à présenter, journaliste, communicateur. Merci de répondre favorablement à notre invitation, doyen Modeste Aniwanou. Merci également de me faire ce plaisir-là. C'est un plaisir de découvrir ce plateau pour la première fois. Je pense que les téléspectateurs ne seront pas déçus. Nous allons faire une bonne émission. Je présume que ça va se passer dans un climat librement consenti. Chacun de nous essaiera d'apporter un plus. Dans la libre expression. Tout à fait. Parce que là, nous sommes dans un régime de démocratie pluraliste. C'est ça. Encore que les journalistes jouissent d'une liberté qui leur permet véritablement d'analyser les faits, d'analyser l'actualité comme ils l'entendent et de donner leur moi quand ils ont fini de dire exactement ce qu'ils pensent de la situation. Voilà. Modeste Aniwanou, premier sujet, je l'annonçais dans mon introduction, le chef de l'État s'est prêté à un exercice qui n'est pas nouveau, vous savez, conformément à la Constitution, il lui est fait obligation une fois l'an de venir devant les parlementaires pour dérouler son discours sur l'état de la nation. Vous avez suivi ce discours-là, tout comme moi. De votre regard d'analyste, est-ce que vous pensez, au-delà même de tout ce qui se dit sur les différents médias sociaux, que c'est un discours d'autosatisfaction comme le disent certains analystes? Bon, je crois que chacun est libre de faire ses analyses véritablement, chacun est libre d'opiner sur le discours sur l'état de la nation du président de la République. Mais moi, en tant qu'observateur averti de cette chose-là, je dis tout simplement que le chef de l'État est resté dans le modèle de démocratie qu'il a prôné depuis sa prise de pouvoir jusqu'aujourd'hui. Par conséquent, il est resté dans la ligne, vous voulez dire? Oui, dans la même ligne qu'il s'est donné, dans la ligne de conduite quand il faisait sa campagne électorale pour accéder à la magistrature suprême. Il s'est donné un canevas dans lequel il va rester pour permettre au Bénin de prendre une nouvelle dimension sur le plan économique, sur le plan politique. Il a laissé entendre un certain nombre de choses. On va y revenir certainement si vous me permettez. Mais il faut avouer qu'il est resté dans le modèle de démocratie qui lui est cher. C'est ce qui lui a permis véritablement de s'exprimer devant les députés à l'Assemblée nationale. Voilà, il dit par exemple que dans plusieurs secteurs, le Bénin d'hier à aujourd'hui a franchi un pas d'éléphant, un pas de géant. Il s'enorgueillit d'ailleurs parce qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été enregistrées, dont les résultats sont en tout cas convaincants. Pour Patrice Talon, tout va bien. Le Bénin d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Tenez, il dit par exemple dans le secteur de l'électricité, nous sommes tous victimes de notre propre succès. Qu'est-ce que vous en dites, par exemple? Même si on sait que, par moment, ce n'est pas exactement cela. Parce que le chef de l'État nous a dit que nous allons vendre de l'énergie au Bénin. Oui, c'est vrai qu'on ne
comme on ne prépare pas l'omelette sans casser les œufs. Il faut forcément casser les œufs. Et il n'y a jamais eu dans une république des solutions qui soient 100% parfaites. Il n'y a jamais eu des solutions 100% parfaites. C'est vrai qu'il a laissé entendre que nous allons vendre de l'électricité, mais sur la distance, on constate encore que nous avons quelques coupures d'électricité qui surviennent par moment. Je le mets sur le cours des travaux qui sont en cours pour permettre à ce pays-là véritablement de prendre une nouvelle dimension sur le plan de la fourniture de l'électricité. Il faut peut-être patienter et attendre l'administration qui prendra sa succession en 2026 pour voir si le pays dont nous rêvons véritablement, ce pays a pris cet envol et cette réelle nouvelle dimension. D'accord. Alors, il dit par exemple à Modeste Aniwano que le Bénin progresse et est en train de rattraper le retard. Qu'est-ce que vous y voyez? Oui, je crois. On peut ne pas l'aimer. On peut ne pas aimer Patrice Athanase Guillaume Talon. Mais il faut avouer que beaucoup de choses ont été réalisées sous sa gouverne. Il y a eu forcément des choses qui ont été faites. Lorsque vous allez au niveau de l'administration, vous restez à la maison, vous commandez tous vos papiers. Justement, tous vos documents, vous les avez en heure et en temps véritablement en temps réel. Qui puissent vous permettre d'agir dans ce sens-là. Alors, au niveau aussi de la corruption, je crois dans une certaine mesure que cette corruption a reculé un tout petit peu, même s'il y a encore des têtes fêlées qui pensent qu'il faut donc continuer de mettre l'argent de l'État dans la poche. Et quand vous le faites, il y a la criette qui véritablement s'occupe de vous et c'est derrière les barreaux que vous croupissez, c'est tant pis pour vous. Mais il faut avouer que de façon globale, il y a eu des avancées notables sous le règne de Patrice Athanase Guillaume Talon. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau par rapport à ça. C'est seulement sur le plan social que moi, j'ai des griefs, j'ai des couacs et peut-être que nous allons nous appesantir là-dessus. Oui, nous allons revenir dans la deuxième partie de cette émission. La microfinance, dit-il, se débarrasse de l'allégeance politique et du rançonnement. C'est clair, non? Vous l'avez vu, hein? Au départ, quand on a institué cette microfinance, c'est les bonnes dames qui sont d'abord escroquées parce qu'il faut fournir un pourcentage. Il faut donner des documents à ne point finir. Et c'est quand vous finissez de donner ces documents qu'on vous donne les sous. Et vous ne prenez pas des personnes interposées qui d'ailleurs même prennent 10%, 5%. Qu'est-ce qui vous revient? C'est la part incongrue que vous recevez et par la suite, vous n'arrivez pas véritablement à payer parce que quand vous prenez de l'argent dans le secteur de la microfinance, vous êtes bien obligé de rembourser. Je crois aujourd'hui que les dispositions sont prises pour permettre aux bonnes dames de jouir véritablement de cette microfinance. Et Dieu seul sait et que ceux qui s'amusent à mettre désormais la main dans ces microfinances-là, subissent les lois de la République. Vous savez aussi qu'au niveau des écoles, il y a cette cantine-là qui permet à certains enfants de véritablement se suffire. La cantine scolaire. Au niveau de cette cantine scolaire, il y a eu des directeurs qui ont été relevés de leurs fonctions pour avoir pris, comme on appelle, une mesure de riz, une mesure de haricots, des sacs de maïs et tout. Bon, donc, par conséquent, il faut avouer qu'à ce niveau-là, il y a la veille véritable et qui permet d'endiguer le mal, un mal qu'on ne pourra jamais enrayer. La corruption, c'est vrai qu'il y a encore des poches de résistance, mais beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine précis, je l'avoue à ce micro. Alors, un Patrice Talon qui dit par exemple, s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, et là, c'est ce pic-là qui jazz actuellement sur les différents médias sociaux. Patrice Talon, disais-je, qui dit tantôt donc, s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est aussi important et vrai que la route fait manger. Alors, plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. Il faut forcément faire la différence entre le modernisme et le développement. Ça, je le soutiens à haute intelligible voix. Il faut faire la différence entre le modernisme et le développement. Mais ce sont ces mêmes Béninois qui lui ont dit qu'ils ont faim et que ce n'est pas les pavés qu'ils vont manger ou ces infrastructures. Non, quelqu'un l'a dit entre temps. Maître Adrien Moumbédi l'a dit à Nicéphore Dieudonné Soglo quand Nicéphore Dieudonné Soglo était au pouvoir. Il m'a pavé Nadou. C'est donc dire que ventre affamé n'a pas d'oreille, justement. On ne peut pas donner priorité au développement et affamer aussi son peuple. Le développement doit accompagner aussi le peuple véritablement. Donc c'est une synergie d'action. C'est une synergie d'action que je propose. Autant nous luttons pour aller véritablement
eh bien, dans le développement, autant nous devons lutter pour que les gens ne meurent pas de faim. Vous savez, il y a beaucoup de Béninois qui sont passés de vie à trépas parce que peut-être ils n'ont pas eu la pitance journalière. Il y a, eh bien, cette crise au niveau du social en République du Bénin. Absolument. Beaucoup sont partis de ce monde. Dans les conditions que nous savons. Oui, dans les conditions que chacun de nous sait. Il y a certainement des choses qu'il ne faut pas révéler ici à ce micro parce que là, nous sommes en face du monde. Mais je dis développement, oui, mais le social aussi doit prendre aussi, eh bien, une part responsable dans ce développement-là. Parce qu'on ne peut pas développer un peuple en affamant ce peuple-là. On ne peut pas développer un pays en affamant, eh bien, ceux qui véritablement, eh bien, sont dans cette république-là. C'est donc dire qu'il va falloir aussi avoir un regard sur ce que le Béninois mange. Le Béninois mange de façon quotidienne pour véritablement, eh bien, prendre le levier de ce développement. Alors, si on trace les routes, si on construit, eh bien, les maisons, les infrastructures qui sont construites, c'est pas les hommes qui vont passer sur les roues là. C'est les hommes qui vont passer, non? C'est pas les hommes qui vont abriter, eh bien, les maisons qui ont été construites. Si ces hommes-là ont fait et quittent le monde, finalement, qui sont ceux qui vont habiter ces maisons? Qui sont ceux qui vont passer sur les infrastructures qui ont été tracées? C'est les abeilles ou c'est les mouches qu'il faut aller ramasser. Donc, par conséquent, moi, j'estime pour ma part qu'on parle de développement, oui, mais il faut aussi que le social puisse prendre aussi une part véritable, c'est-à-dire la part du lion. Il faut que le social aussi. On nous a demandé de serrer les ceintures. Mais dans le discours, vous avez entendu un Patrice Talon, par exemple, reconnaître que au plan social, que ce n'est pas encore ce qu'il a inspiré et que ce n'est pas uniquement au Bénin qu'on constate que le panier de la ménagère est vide, par exemple. Qu'est-ce que vous dites? Bon, d'aucuns disent que, eh bien, c'est une crise mondiale. Bon, pour trouver des portes de sortie honorables, chacun se cache derrière, eh bien, donc, des phrases. Et puis, bon, que voulez-vous? Nous n'avons pas, eh bien, les données véritables pour savoir comment ça se passe dans les autres pays. Nous sommes tout le temps restés cloîtrés en République du Bénin. Quelquefois, nous essayons de nous déplacer pour aller nous rendre compte de ce qui se passe à l'étranger. Mais tenez-vous tranquille, c'est dans le cadre des missions spécifiques. Nous ne rentrons pas, eh bien, dans le bas peuple pour savoir comment ce bas peuple a vit. Mais il faut avouer qu'en République du Bénin, il y a des difficultés sur le plan social et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas qu'il y a des difficultés sur le plan social. Il y en a et ces difficultés vont en s'agrandissant. Par conséquent, il y a lieu que l'on trouve véritablement des leviers ou que l'on trouve des solutions à la situation sociale qui prévaut aujourd'hui en République du Bénin. Nous sommes vers la fin de l'année, mais vous vous rendez compte que, eh bien, rien ne tend à l'horizon. On ne sent pas cette fin d'année, contrairement aux années antérieures. C'est vrai que vous allez me dire que bon, il y avait des à côté, les gens allaient en mission avec des autres missions. Ces à côté ont disparu complètement et totalement. Il n'y a que le salaire. Mais le salaire règle le problème en République du Bénin. Et c'est quel salaire encore? C'est ça aussi la grosse interrogation. C'est quel salaire? Vous et moi, nous gagnons quel salaire qui puisse nous permettre véritablement de nous suffire d'être épanouis comme les autres le font dans certains pays que je n'ose pas citer ici à ce micro-là. D'accord. Un Patrice Talon, par exemple, qui reste inflexible, reste ferme sur certains aspects au chapitre politique. Par exemple, il dit qu'aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour plaire à ceux ou à qui que ce soit j'y arrive, soit pour satisfaire un quelconque consensus politique. Le code électoral. Beaucoup, on peut dire à travers son discours vendredi dernier qu'il a déjà donné une réponse par rapport à la révision du code électoral. Est-ce que vous êtes de l'avis de ceux-là? Est-ce que vous êtes aussi de l'avis de ceux-là qui peut-être l'attendaient sur des aspects sur le plan politique avec justement, on va dire, l'incarcération de certains détenus politiques, des personnalités politiques? Globalement, à travers ce bout de phrase dans son discours, qu'est-ce que vous y voyez? Il faut qu'on aille, analyse politique. Il faut qu'on aille finalement à une décrispation, une décrispation autant pour moi. Il faut qu'on aille finalement à une décrispation. Oui. Pour vous, il y a problème? Mais pour Patrice Talon, tout va bien. Le Bénin évolue, les routes sont bien construites. Et puis bon, voilà. Le Bénin évolue pour Patrice Talon. Dans une démocratie, chacun tire le drap dans son sens. Dans une démocratie qui se respecte, vous êtes il y a la majorité, du peuple, vous pensez il y a la minorité. Eh bien, chacun tire le drap dans son sens. Oui. Maintenant, pour la minorité, c'est que ça ne se passe pas dans les conditions où ça doit se passer. Vous parlez du code électoral. Le code électoral est décrié par tout le monde. On ne peut pas, dans une république,
dites, autant pour moi, une république de démocratie, qu'il faut véritablement mettre des lois qui excluent ou des lois qui véritablement donnent priorité à une frange par rapport aux intérêts de la République. Le chef de l'État, je l'ai dit au départ de cette émission, qu'il reste dans le modèle de démocratie qu'il s'est donné, et c'est ce qui justifie les propos qu'il a tenus dans son discours sur l'état de la nation. C'est ça fondamentalement. Maintenant, il appartient aux députés à l'Assemblée nationale de prendre le taureau par les cornes et de savoir que quand on est dans une république, pour aller à l'apaisement, pour avoir des élections apaisées, il faut que tous les courants politiques puissent véritablement prendre part à ces élections-là. C'est vrai qu'en matière de démocratie aussi, il faut être sélectif par moment, mais nous n'avons pas encore atteint ce seuil de développement pour que l'on soit sélectif de façon absolue pour empêcher certains de s'exprimer sur les questions brûlantes de la République et donner priorité à certains qui véritablement, parce que eux, ils ont donné dans le faux hier, ils ont peur aujourd'hui de dire la vérité et de dire exactement ce qui est sur le croqueville, sur le titre de député et ce texte définitivement non. Il faut laisser tout le monde prendre une part active dans la construction de la vie politique en République du Bénin. Moi, je crois que c'est ça fondamentalement que je peux dire sur ce point-là. Il appartient au président de la République aussi d'ouvrir un peu les vannes de cette politique-là pour que ceux qui hier se sont sentis exclus prennent part aussi donc aux activités politiques, si tant est que c'est dans les urnes qu'on choisit les uns et les autres. Si aux urnes ils échouent, ils sauront qu'ils ont échoué, mais mettre en place une politique d'exclusion, je crois qu'il va falloir que l'on efface ces genres de choses-là pour permettre à la République de respirer. C'est ça. Modeste Dossa Aniwanou, on va clore ce sujet avec un autre point qu'il a évoqué, qui est un phénomène à constater même dans la sous-région. Patrice Talon, sur ce plan, a reconnu par exemple qu'au plan sécuritaire dans le Nord Bénin, le terrorisme est toujours d'actualité, menaçant, et que les forces de défense de sécurité n'ont pas encore trouvé la thérapie de choc. Non, mais vous savez que cette histoire-là, c'est un fléau mondial. Ce n'est pas seulement le Bénin qui fait face à ce genre de comportement. Moi, à mon niveau, la montée du terrorisme, qu'est-ce qui justifie ça? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Il faut aller à la racine pour savoir véritablement ce qui amène ces gens à prendre les armes pour entrer dans les pays. Mais le phénomène à la peau dure... on ne comprend pas. C'est ça que je n'arrive pas moi-même, en tant que journaliste, à comprendre. Alors, on se jette sur les pauvres populations. Boko Haram, fait du Nigeria ce que vous savez. Le Bénin aussi, on a perdu nos vaillants fils dans les soldats sur le champ d'honneur. Sur le champ d'honneur, véritablement. Il va falloir que l'on aille à la racine, c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation-là. Et s'il y a lieu de prendre des mesures subséquentes pour complètement et totalement enrayer cette racine-là, que l'on prenne ces mesures-là pour permettre aux paisibles populations de vivre en paix. Et face à cette actualité, il dit que le Bénin reste en état de veille, que les forces de défense et de sécurité restent toujours en état de veille, comme je le disais. Et on sait aussi qu'en termes de coopération, le Bénin continue de recevoir de matériel dans le cadre justement de cette lutte-là pour faire face à ce phénomène-là. Vous savez ce qui se passe au Burkina Faso, vous savez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe également au Niger. Est-ce que c'est le Bénin qui restera en marge des questions de sécurité? Le Bénin aussi doit prendre des dispositions pour sécuriser son territoire, encore que nous ne sommes pas encore parvenus à sécuriser complètement et totalement le territoire béninois. Donc il va falloir que le chef de l'État et son gouvernement mettent les moyens qu'il faut pour permettre aux forces de sécurité, pourquoi pas aux forces de défense nationale, d'avoir le matériel nécessaire qui puisse leur permettre de répondre du tac au tac. Moi, je crois que dans ce sens-là, le chef de l'État a entièrement et totalement raison dans ce sens-là. C'est ça. Voilà. D'un sujet à un autre, Modeste Aniwanou, on va aborder cette fois-ci plutôt, on va dire, ce bond-là pour le Bénin, ce taureau bon, si on peut le dire ainsi, le Bénin qui a à l'issue d'une rencontre au Burkina Faso, la BAD, la Banque africaine de développement, donc a approuvé un financement de 118,63 millions d'euros pour l'accès à l'eau potable au Bénin. De quoi en tout cas soulager les peines des populations d'ici les prochaines années, d'ici les prochains mois, quand on sait que dans certains quartiers, je ne vous apprends rien, de Cotonou, ça souffre véritablement d'eau potable. Quand vous avez eu cette information, quelle a été votre impression? Alors, je suis entièrement et totalement heureux parce que là, vous venez de le dire, dans certains quartiers de Cotonou, ce n'est pas encore dans le centre du pays, ce n'est pas encore dans le nord du pays.
allez voir ce qui se passe de l'autre côté là. Oui. Allez-y voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous allez véritablement vous rendre compte que les Béninois souffrent. Les Béninois souffrent en matière d'eau potable. Donc, si la BAD pense à nous dans ce sens-là, j'espère que le financement ira véritablement dans ce sens. Et tel qu'on connaît le président Patrice Atanas Guillaume Talon, le financement qui a été dégagé par la BAD, eh bien, ce financement ira véritablement dans ce sens-là pour permettre aux Béninois d'en jouir véritablement. La question d'eau potable se pose avec acuité. Il faut saluer cette initiative de la Banque africaine de développement. Et c'est peut-être parce que le Bénin est un bon élève, eh bien, que ce financement a été dégagé pour permettre aux paisibles populations d'en jouir. Maintenant, il appartient donc au ministre chargé du secteur de prendre les dispositions qui s'imposent et au ministre des Finances également de l'accompagner dans ce sens-là, afin que, bon, d'ici 2 ou 3 ans, eh bien, que nous ayons le territoire complètement et totalement bondé d'eau potable pour permettre aux Béninois de vivre et de vivre, puisque l'eau est source de vie. L'eau est source de vie, vous le dites si bien, et c'est également source de satisfaction, parce que parlant du Bénin qui fait office de point d'école à l'extérieur, il y a également cette distinction, là on va même dire une consécration. Le Bénin a l'honneur donc avec Romuald Wadayi, qui est sacré meilleur ministre des Finances de l'Afrique. C'est un honneur pour la République. Est-ce que vous vous sentez au moins dans cette posture-là, vous vous sentez fier d'être béninois? Mais pourquoi je ne serais pas fier d'être béninois? Je ne peux pas changer de nationalité, encore moins ma dépouille mortelle. C'est ça. Quand je l'aurai fini d'accomplir mon devoir sur cette terre-là, puisque Orlus Mabélé a dit la vie est une scène de théâtre, là où chacun joue son rôle et disparaît. Quand j'aurai fini de jouer mon rôle, je vais m'effacer véritablement pour permettre à d'autres générations de prendre l'envol. Oui, Romuald Wadayi, c'est un béninois. Eh bien, nous lui tirons un grand coup de chapeau. C'est souvent difficile de se maintenir à la première place. Il est aujourd'hui à la première place. J'espère qu'il continuera de se maintenir à cette première place-là jusqu'à ce qu'il ne passe le témoin à quelqu'un d'autre dans ce département ministériel. Mais pour le moment, eh bien, on va sabler le champagne en son nom, puisque là, eh bien, c'est le Bénin qui a honoré par son truchement. Oui, le Bénin est véritablement honoré par le biais de Romuald Wadayi, à qui nous souhaitons beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité. C'est pas facile de diriger ce département ministériel. C'est un département très sensible parce que là, vous êtes l'argentier national. C'est vous qui, après donc le programme d'action du président de la République, c'est vous qui allez définir eh bien, le plan, les grandes lignes des financements et pourquoi pas de l'économie. C'est donc dire que c'est pas un département facile. Je n'ai pas envie d'être à sa place parce que là, sa vie ne sera pas au repos du tout, mais nous lui souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de ténacité et que bon, les membres de nos ancêtres et Dieu le Père Tout-Puissant puissent l'accompagner véritablement pour qu'il puisse continuer eh bien, de lever haut les flambeaux de la République parce que ce sont les couleurs nationales et nous-mêmes qui sommes honorés à travers son truchement, on lui tire un grand coup de chapeau. D'accord. Et on pourra même dire que c'est une semaine de consécration pour le Bénin parce que le Bénin également en termes de ville propre, Cotonou, Modeste Adossa Niwanou est classé dans le rang des meilleures villes, les villes les plus propres voilà, du Bénin, 6e au plan africain. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là, sur une radio que vous connaissez. D'accord. C'est vrai que j'étais véritablement ébahi. Ça, il faut l'avouer. Je ne savais où mettre ma tête quand on a cité la ville de Cotonou. Mais nous le devons à 2 hommes. Lesquels? Le premier, c'est Patrice Atanas Guillaume Talon, qui a su mettre les moyens à la disposition de Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, qui a cru et qui véritablement, avec le soutien du président de la République, a mis les petits plats dans les grands pour que bon, la ville de Cotonou puisse véritablement être à cette dimension-là. C'est une dimension que nous avons méritée et nous méritons de continuer de nous maintenir à cette dimension-là. Et je crois que les moyens seront dégagés pour que cette ville-là puisse rester véritablement à ce niveau-là. Parce que Kinshasa, eh bien, on disait Kinshasa la belle en ces années-là. Quand vous allez dans la ville de Lomé en ces années-là, Gnassingbé Yadema était au pouvoir. La ville de Lomé était une ville superbement propre. Aujourd'hui, elle est descendue un tout petit peu. Je me rappelle, sans vous couper, à cette rencontre-là avec Paul Kagame, président du Rwanda, Patrice Talon lui promettait que après le Rwanda, les rues du Rwanda, que les prochaines années, le Bénin également va s'inscrire dans cette dynamique-là. 2 ans après, est-ce que ce n'est pas une prophétie qui s'accomplit? Comment? Il faut tirer un grand coup de chapeau. Les gens disent, enfant, quand on va vous dire, il ne faut pas le dire. C'est-à-dire dire à son voisin, l'habit déchiré que tu as porté là, c'est mieux pour toi. Non, on ne peut jamais le dire. Il faut souhaiter que le voisin puisse changer son habit déchiré
et se mettre tel que vous êtes et tel que je suis pour véritablement vivre dans une république. Alors je crois que Cotonou mérite véritablement ce qui s'est passé. Je l'ai déjà dit, nous allons sabler le champagne au nom des deux hommes qui véritablement ont permis à cette ville-là de prendre cette dimension, Patrice Athanas Guillaume Talon et Luc Setondi Atropo, qui reste un ami à moi parce que quand il était à Boycon, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est aujourd'hui extrêmement difficile de le voir à la mairie de Cotonou, compte tenu de ses nouvelles responsabilités. Nous sommes dans la ville cosmopolite, une ville phare où c'est difficile de gérer beaucoup de choses à la fois. Bon, ben, on lui tire aussi un grand coup de chapeau. On lui souhaite beaucoup de courage aussi et beaucoup de ténacité. Voilà. On a un tout dernier sujet avant de clore cette émission de décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine. C'est bien sûr, on va dire, ce repositionnement de ce cadre-là de concertation de l'opposition dirigé par le coordonnateur national, M. Eugène Azatassou, qui, au cours de la semaine dernière, ont eu une rencontre, une assemblée générale au cours de laquelle ils ont défini les grandes lignes, les grandes orientations de leur combat. On peut retenir qu'ils restent également fermes sur leur position. Ils disent que ce code électoral mérite d'être révisé, mais je pense avec ce discours-là du chef de l'État vendredi dernier, ils ont pu peut-être être servis. Est-ce que pour vous, avec cette dernière sortie de Patrice Talon sur son discours sur l'état de la nation, justement, est-ce que vous pensez que ce front-là contre Patrice Talon, ce cadre de concertation-là, va faire long feu avec les idéaux? Ce cadre de concertation peut faire long feu comme ça peut ne pas faire long feu. Tout dépend des idéaux que les gens veulent défendre. Maintenant, quand vous suivez le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, vous vous rendez compte que le chef de l'État ne laisse aucune porte de sortie à cette relecture du code électoral. Mais il aurait fallu que le chef de l'État revienne un tout petit peu sur sa décision pour permettre cette relecture-là parce que nous aspirons à des élections apaisées. C'est ça. Il faut qu'on ait des élections apaisées. Et si tant est que nous voulons que le pays sorte des prochaines élections sans heurts, il va falloir que l'on fasse quelque chose au niveau de ce code électoral qui est dénoncé par les députés de l'opposition politique, les opposants, et même l'épiscopat béninois a fait des remarques par rapport donc à ce code électoral. Et même donc, la société civile. Même la société civile. Donc il va falloir que le chef de l'État puisse regarder dedans, comme on nous dit dans l'autre parler, dans l'autre jargon de communication. S'il est possible, que l'on fasse la relecture de ce code électoral pour permettre donc aux différents courants politiques de s'exercer à l'élection, j'allais dire, comment on appelle, au suffrage très très prochainement, puisque en 2026, c'est le couplage des élections. Donc, si nous voulons sortir de ces élections-là, dans un climat apaisé de paix, il va falloir que l'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Je ne souhaite pas que cela s'embrase, mais je voudrais véritablement que les hommes politiques de l'opposition, comme de la mouvance, se donnent la main afin que le pays puisse sortir grandir au lendemain, le pays puisse sortir grandir au lendemain et de tout ce qui va se passer. Alors, poussons le bouchon un peu plus loin. Pour vous, pourquoi il y a problème si Patrice Talon lui-même a dit qu'il est prêt à financer, en tout cas, dès que les opposants mettent à disposition de la République les experts pour auditer ce fichier électoral. Pourquoi, pour vous, si déjà le premier responsable, le leader, est partant pour l'optique, pourquoi n'ont-ils pas le soutien de leurs partis frères, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau, qui a décliné l'offre, qui ne s'est pas en tout cas montré favorable à l'audit de ce fichier électoral? Bon, il appartiendra aux hommes politiques de passer également à ce micro-là pour nous dire exactement les tenants et aboutissants de ces prises de position. Je crois que quand on est dans une république, il faut travailler à l'unisson. Il faut travailler à l'unisson. Le moi, il faut le mettre de côté. Et véritablement écouter aussi les autres. L'opposition politique a son droit de citer. Mentionner des différents partis politiques. Je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas ça parce que je ne veux tirer sur aucun courant politique. Les opposants qui aujourd'hui étaient au pouvoir hier l'avaient fait aussi certainement. Bon, c'est peut-être du rendu. Mais que voulez-vous? Nous sommes dans une république qui a besoin encore de toutes les énergies pour se construire. Par conséquent, si sur le plan politique, on peut déjà s'entendre, et bien sur les autres plans, je pense que le Bénin va prospérer véritablement. C'est ça. Voilà, Stavros Aliwanou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien et ça va vite. Le point 7, ce sera tout, mais avant, quel sera votre mot de fin, eu égard tous ces sujets que nous avons passés en haut? Je voudrais tout simplement prier les uns et les autres de regarder devant droit
de regarder devant et se dire que le Bénin a besoin de tous ses fils pour son développement. La politique d'exclusion, eh bien, n'amène nulle part. Et l'accumulation des frustrations conduit forcément à l'explosion. Nous ne souhaiterons plus que les Béninois, eh bien, se disent que je suis frustré dans ma chair. Que chacun des Béninois aujourd'hui puisse se sentir chez lui, c'est-à-dire dans une république où tout marche sur les chapeaux de roue et que fondamentalement, eh bien, les querelles politiques, que l'on les range dans les placards, les oubliettes, et que les politiques se donnent la main, ceux de l'opposition comme de la mouvance, pour construire une nation prospère, digne de ce nom. C'est ça. Merci à vous, Modeste Dossa Aniwano. Merci à vous également, fidèles amis internautes de Iroko Media TV. Ça a été un grand plaisir pour nous d'être restés en votre compagnie. Merci à tous. Merci également à toute l'équipe technique pour l'accompagnement. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et merci également à l'invité du jour, qui, je rappelle, Modeste Aniwano. Il est journaliste, communicateur. Ça a été un plaisir de le recevoir. À dimanche prochain.